Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Le film est assez souvent montré, il est bien présent dans les salles et très présent aussi en DVD, etc. Mais je suis contente de le montrer par exemple un soir, parce que c'est devenu un film de matinée, et aussi de le montrer dans le cadre de ce cycle qui est consacré, vous l'aurez noté, à la comédie musicale hollywoodienne, américaine, et donc de le montrer en regard de ces films que certains d'entre vous sont venus voir ou revoir, et notamment ceux avec Gene Kelly, puisque vous aurez remarqué qu'on a un peu mis l'accent dans notre programmation sur la présence de Gene Kelly. Demy est vraiment nourri de ce cinéma américain qu'il a vu, notamment quand il est monté. Bon, il est nantais, vous le savez, il est monté à Paris et il allait voir des films avec les gens des Cahiers du cinéma d'ailleurs. Et donc notamment après-guerre, voilà, tous ces films américains et notamment des comédies musicales. Donc il est vraiment nourri de ce cinéma-là, de tous les films qu'on a vus ces derniers mois ici. Donc il pense aussi à ça, il pense à l'Amérique. Et pourtant, les Demoiselles de Rochefort, et c'est dans le titre, sont très très ancrées, bien sûr, dans la France, dans la francité, dans la province. Donc on examinera un petit peu ça aussi ensemble. Et ça me semble un très bon, une proposition très originale disons, de mise en image et en musique, puisque la musique de Michel Legrand a une part énorme dans le film. On pourrait dire que Legrand est quasiment co-auteur du film. Je rappelle que Jacques Demy écrit aussi les paroles des chansons. Et d'ailleurs, elles existent maintenant, ces chansons de Demy en livre. C'est quelqu'un qui a un talent particulier pour l'écriture des chansons. Et tout cela fait que c'est une sorte d'ovni dans le paysage français, parce que vous avez vu, si vous êtes venu voir les autres films américain, ça demande une comédie musicale, un sens de la division du travail, un hyper-professionnalisme, un degré de perfection dans chacun des domaines, que ce soit le décor, le costume, la musique, etc. Et il faut avouer qu'en France, ce n'était pas tout à fait la tradition d'avoir cela. Cela dit, il faut peut-être rappeler tout de même que la musique et la chanson dans le cinéma français, c'est présent dès le début du cinéma parlant, chez René Clair, par exemple, Sous les toits de Paris, qui s'ouvre sur une longue séquence avec un chanteur de rue qui vend vous savez, les partitions qu'on vendait à l'époque. Donc, il y a aussi une tradition de la présence des chansons dans le cinéma français. Mais voilà, c'est cette rencontre extraordinaire entre une tradition française et le cinéma américain que je vous propose ce soir. J'espère que ceux qui auront l'envie et le temps pourront rester. Et je pense aussi qu'il y a des gens ici qui connaissent le film par cœur, donc qui pourront aussi intervenir. Et voilà, je m'en réjouis d'avance. Bon film. C'est vrai qu'on n'a pas prévenu que le film était long, comme beaucoup de comédies musicales. Je vous dis deux choses que je voulais vous dire, et puis après vous faites un ping-pong. D'abord, le fait que cette sorte d'explosion de musique, de joie, de danse, et on va y revenir, et de couleurs, est née quand même d'une frustration, c'est-à-dire le premier long métrage de Jacques Demy, Lola, qui aurait dû être une comédie musicale. Donc il est né d'une envie de comédie musicale très forte. Lola 1960, là on est en 67, et donc n'ayant pas les moyens de faire une comédie musicale à ses débuts, il a dû tourner Lola avec Anouk Aimée, que vous connaissez peut-être ce film. C'est un film dans lequel Anouk Aimée joue une danseuse de cabaret, donc il y a déjà, ça frémit de cette musicalité, cette danse-là, mais en fait elle danse très peu. Il y a une chanson qui a été ajoutée un petit peu, enfin par après en post-production, qui est déjà signée Michel Legrand, mais voilà, il y a un côté très post-synchronisé dans Lola, et puis c'est un film en noir et blanc. Donc il y a une double frustration, et au niveau de la musique, ça n'est pas une comédie musicale, et au niveau de la couleur. Et donc il faudra les Parapluies de Cherbourg pour aller... Alors c'est une autre étape, les Parapluies de Cherbourg, qui est une étape où tout le dialogue est chanté. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est étonnant, c'est un exemple d'opéra
si vous voulez, mais d'opéra populaire. Le but était que justement, enfin, la remarque est née du fait que dans l'opéra lyrique, on ne comprend pas souvent on n'entend pas bien ce qui est dit, et les Parapluies de Cherbourg, on comprend tout et c'est chanté, disons, de manière non lyrique, mais tous les dialogues sont chantés, donc c'est un type particulier, ça n'est pas à proprement parler une comédie musicale. Donc finalement, les Parapluies de Cherbourg, Jacques Demy a pu accéder à son désir de vraie comédie musicale inspirée par les comédies à l'américaine, parce qu'il a eu les moyens financiers grâce au succès des Parapluies de Cherbourg. Donc, vous voyez qu'on revient à cette idée hollywoodienne que pour réussir, enfin moi je trouve que c'est une réussite, vous pourrez en discuter après, il faut quand même un certain, je disais un professionnalisme, mais aussi des moyens financiers importants. Ce qui est un petit peu à nuancer dans le sens où, alors moi j'ai jamais la mémoire des chiffres, mais la somme n'est pas extraordinaire, ça reste un budget français, mais c'est un gros budget tout de même, mais il y a une vraie ambition qui se voit bien sûr. Ça va des mouvements de caméra. Jacques Demy est extrêmement friand d'une caméra qui soit mobile, hein, à la fois mobile à terre, j'allais dire, mobile, enfin au niveau des personnages. Par exemple, la fin dans la boutique, on voit bien que la caméra danse, et ça, c'est aussi l'héritage de Gene Kelly, qui avait cette pensée de où placer la caméra et comment la caméra suit le danseur. Et puis, donc, une ambition comme ça, formelle, ample, qui est rare dans le cinéma français. Une ambition, bien sûr, à tous les niveaux, mais principalement à ce qui est fait du décor naturel. C'est donc pas un film en studio, on le voit bien. Et ce choix de la ville de Rochefort, ça devait être hier au départ, enfin il a cherché différentes villes, et puis cette idée d'une ville de garnison, c'était intéressant parce qu'il y avait justement ce quadrillage aussi architectural et cette grande place centrale avec ce damier et ce côté un peu, non pas gris, mais disons une couleur un peu neutre, rose-gris, pour pouvoir ensuite placer des couleurs dessus. Et puis il a fait, vous savez peut-être, repeindre la plupart des façades de cette place en blanc. Enfin, il y a toute une modification du décor naturel. Ça aussi, c'est assez extraordinaire, cette hybridité finalement entre l'aspect extrêmement artificiel du film. On va sans doute y revenir parce que certains sont peut-être rebutés par ce sens de l'artifice. Donc cette grande stylisation et en même temps un ancrage provincial, local et dans le décor tout à fait réel. Et il me semble que c'est l'une des grandes forces du film, que cet alliage un peu bizarre, mais au fond qui correspond, c'est pour ça qu'on le montre dans ce cycle, à un aboutissement de l'idée de la comédie musicale, j'allais dire aussi américaine. C'est-à-dire que, si vous vous souvenez, on a commencé ce programme avec Busby Berkeley, des danseuses qui étaient toujours sous la forme du collectif, dont le corps était très présent, très érotisé, mais qui étaient toujours des groupes, des petits bonshommes, des formes géométriques qui étaient extraordinairement filmées de très très haut, etc. Ça, on le voit un tout petit peu dans le générique de début. Vous vous souvenez, quand tout à coup la caméra épouse la machine du tablier, on appelle ça le tablier du pont transborder, et qu'on voit les petits danseurs tout petits, les points blancs, ça rappelle un petit peu Busby Berkeley. Et puis dans l'évolution de la comédie musicale, on est passé, disons, ensuite à Fred Astaire, à une sorte de côté beaucoup plus personnel, enfin autour beaucoup plus individuel, mais dans un espace qui était encore un espace scénique, un espace théâtral, avec des limites, avec aussi quelque chose d'assez formel dans la tenue. Et puis, alors, c'est pas une évolution au sens où on irait de mieux en mieux, hein, c'est une évolution de la forme comédie musicale, et évidemment c'est à gros traits, mais ensuite on pourrait dire que Gene Kelly, sans s'opposer du tout à Fred Astaire, va quand même libérer le danseur dans le sens d'une énergie qui sort du cadre. Et les décors des films qu'on a vus des années 40-50 sortent beaucoup dans la rue, alors soit à New York avec Un jour à New York, il y a des allusions ici avec les marins, hein, chez Demy, soit Beau Fixe ensuite sur New York. On a un petit peu vu des extraits de ces films où il s'agissait soit d'aller directement effectivement dans la ville de New York, soit si on ne pouvait pas, en tout cas, de faire des décors, beaucoup de décors de rue, de décors d'extérieur. Donc le danseur, voilà, mis dans un décor plutôt extérieur, et l'énergie qui est aussi libérée
et qui casse cette idée de scène, d'espace scénique. Ça déborde beaucoup. Chantons sous la pluie, c'est tout en même temps. C'est à la fois le spectacle et à la fois... voilà. Donc il y a cette progression, entre guillemets, en tout cas cette évolution-là, qui est complètement assimilée, c'est ça qui est étonnant, par Jacques Demy, et en même temps, à mon avis, qui ne singe pas le cinéma américain. C'est-à-dire qu'il sait très bien qui il est, où il est, à Rochefort, et il s'ancre dans ce côté français, y compris dans son goût pour la langue, pour les calembours, pour les rimes, pour les rimes un peu cheap. Et ça, c'est quelque chose qu'il revendique aussi, et y compris aussi pour cette articulation entre une forme de lyrisme tout à fait assumée, ce qui peut lui faire courir le risque du ridicule aux yeux de certains, mais en tout cas, c'est ce qu'il recherche. Et en même temps, tout à coup, des trouées de trivialité, de vulgarité. Par exemple, dans l'histoire avec les robes, tu n'as pas peur qu'on fasse un peu pute. Tout à coup, quand on entend ça pour la première fois, on se dit, mais il y a le petit garçon à côté, etc. Voilà, c'est des espèces d'accros comme ça, dans la langue, qui font partie de son travail, qui me semble vraiment singulier, de cet étrange alliage. Et puis l'alliage, et là aussi ça peut coincer pour certains spectateurs, c'est aussi celui du très grand professionnalisme hérité de la comédie américaine et de l'amateurisme. J'allais dire de l'amateurisme français, n'exagérons rien, ce serait méchant, mais en tout cas d'une forme d'amateurisme à la fois subi et à la fois, je pense, assumé aussi. Amateurisme dans le sens où subi parce que vous savez très bien que les acteurs français ne sont pas formés, n'ont pas cette triple formation qu'il peut y avoir dans la comédie musicale et la tradition scénique, puis à l'écran aux États-Unis, et dans le monde anglo-saxon en tout cas, à savoir chanter, jouer la comédie et danser. Du coup, que faire? Et ça s'en ressent un peu dans le film. Bon, on voit très bien que les deux acteurs américains ont un problème de playback parce qu'ils ne comprennent pas la langue, enfin ils ne parlent pas le français, donc ils sont obligés de faire tout un playback appris par coaching. C'est très très difficile, et on voit surtout Grover Dale, celui qui joue Bill, qui est quand même un peu comme ça en train de mâcher, mais bon, il fait beaucoup d'efforts, mais voilà, par exemple ça se voit, et c'est quand même intégré dans le film, digéré, je dirais, par l'ensemble du film. Et puis même, finalement, la raideur, je trouve, de Catherine Deneuve, qui joue une professeure de danse, mais qui n'a pas du tout de formation de danseuse, alors que sa sœur, oui. Catherine d'Orléac, qui joue la musicienne, on voit bien à la fin dans le pas de deux avec Gene Kelly, est quand même beaucoup plus à l'aise physiquement. Donc voilà, il y a cette façon d'intégrer dans la comédie musicale des gens qui ne sont pas, à strictement parler, des gens de la comédie musicale, que ce soit la troupe de danseurs anglaise, un chorégraphe irlandais, et puis bien sûr cette incroyable invitation à l'Amérique, alors sous deux formes, en tout cas qui sont frappantes. Évidemment, celle qui est la plus émouvante, c'est celle de Gene Kelly, et ce surgissement, alors des années après son âge d'or, hein, on voit bien qu'il est plus tout jeune, il doit avoir 55 ans à peu près. Et ce surgissement-là, bon, il est indiqué au générique. Moi, la première fois que j'ai vu le film, ça commence à dater, mais je n'avais pas vu avec la participation de Gene Kelly. Je peux vous dire que quand j'ai vu qu'il était là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on sent que cette invitation-là, elle est importante. C'est important que ce soit dans la rue que tout à coup, cette rencontre avec Hollywood se fasse. Il y a quelque chose de natif. Enfin, il apporte beaucoup de choses. Il apporte d'ailleurs sa propre chorégraphie. C'est lui qui fait ses chorégraphies quand il danse. Donc, c'est pas le même chorégraphe que Norman Maine, le chorégraphe irlandais qui s'inspire, on voit bien, du style de Jerome Robbins. Voilà, c'est pas le même type de chorégraphie.
il se cite, on pourrait dire, Gene Kelly. Vous vous souvenez le moment avec les enfants. Si vous êtes venu voir Un Américain à Paris, vous avez reconnu des échos du numéro I Got Rhythm, qui était déjà, cette interaction avec des enfants était déjà dans un autre film dont j'ai oublié le titre français, qui s'appelle Living in a Big Way. Et je ne pense pas que je vous avais montré un extrait, mais qui est en noir et blanc, qui n'est pas très intéressant comme comédie musicale, mais avec Gene Kelly et avec déjà des enfants. Voilà, il y a ce regard sur l'Amérique, et puis l'autre présence de la comédie musicale hollywoodienne, elle est cette fois plus récente, c'est celle de West Side Story, puisque Jacques Demy a vu West Side Story, donc c'est un film de 60, 61, j'ai toujours un problème de date. Il a fait un grand voyage, son premier voyage aux États-Unis en 65, donc, et puis c'est là qu'il se lance. Alors j'avais il y a longtemps consulté des archives de Demy, et j'avais vu qu'il avait en fait vraiment une sorte de tableau synoptique de West Side Story. Il a vraiment étudié la structure du film. Donc on voit, c'est quelque chose qui, c'est pas juste, il a aimé West Side Story, et voilà, Mais en tout cas, l'une des traces qui reste de West Side Story, outre cette étude de la structure dramatique du film, des numéros, à quel moment on chante, on danse, etc., c'est évidemment la présence de Georges Chakiris, donc, qui joue le forain, qui joue Étienne. C'est pour ça que je vous ai apporté un petit extrait, pas très long du tout, de West Side Story, vous le connaissez peut-être, mais où on voit... on peut le lancer. Ouais. Où on voit Georges Chakiris danser. Voilà, juste pour. C'est vraiment pas long. C'est une. Bon. On va venir plus au film, aux Demoiselles, mais je voulais quand même vous montrer Georges Chakiris quelques années auparavant, et c'est évidemment ce qui a donné l'idée à Demy de le faire venir dans le film. Ce qui est intéressant dans Les Demoiselles de Rochefort, c'est que si on pense à qui chante, qui danse, qui fait les deux, etc., c'est que quand même j'ai remarqué que les personnages, il n'y a que les personnages qui font un métier artistique dans le film, enfin en lien avec le spectacle, qui chantent et dansent aussi. Et les autres ne dansent pas. Attendez, essayez de me contredire si vous voyez ce que... et les autres ne dansent pas, mais ils ont un rapport, ceux qui ne dansent pas ont un rapport à la parole qui est encore plus aiguisé. Et d'ailleurs, vous l'avez vu à la fin, bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais pour ceux qui ne connaissaient pas le film, je ne sais pas si ça se sent tout de suite, c'est évidemment, c'est des chanteurs qui chantent, comment dire, les comédiens n'ont pas leur voix, aucun, sauf Daniel Darieux. Et c'est pas rien, parce que c'est quelque chose de très... je veux dire, c'est un film assez long, ça demande une minutie dans le playback, alors avec l'exception des Américains, c'est pas forcément très réussi, mais les autres, c'est extrêmement bien fait, et surtout ça demande un casting vocal assez extraordinaire, notamment pour correspondre au timbre, alors par exemple à la voix de Michel Piccoli, ou bien au contraste vocal entre les deux sœurs. Qui est un contraste effectif dans les voix entre Françoise d'Orléac et sa sœur Catherine Deneuve, qui ne sont pas jumelles, hein, mais qui sont sœurs, et avec des voix très distinctes. Voilà. Donc il y a le travail, y compris le travail des actrices, enfin, des acteurs avec les chanteurs, pour que vraiment ils se disent de quelle façon ils prononcent les mots, quand est-ce qu'ils respirent, il y a une question de souffle, etc. Donc c'est assez minutieux sur ce travail de comment fabriquer cette comédie musicale de telle manière à ce qu'elle soit à la fois une vraie comédie musicale et à la fois singulière dans le côté français. Alors, je vous laisse maintenant un petit peu parler, s'il vous plaît. Oui, attendez, je vais vous passer le micro. Ah, il faut prendre le micro. Bonsoir. Moi, je voulais juste parler de Gene Kelly. J'étais stupéfait de son apparition. On a l'impression que quand il danse, il sculpte l'espace. Et je me suis dit en quoi il est différent des autres et comment il danse. Et ça me trottait dans la tête. Et je crois qu'il danse lentement. Et quand j'ai vu les Américains danser, ils ont un autre rapport au temps. C'est comme s'ils retenaient ses mouvements. Pardon. C'est comme s'ils retenaient ses mouvements. Et ça m'a vraiment ému parce que je trouvais ça... il sculpte l'espace, il sculpte le temps. Il a vraiment une autre façon de danser, une autre façon d'être.
Oui, c'est très beau ce que vous dites. On pourrait dire, bon, il y a une différence d'âge, c'est l'un des éléments. Il y a quand même une différence d'âge entre les autres danseurs et lui. Il y a une différence d'époque de comédie musicale aussi. C'est effectivement un rapport à la chorégraphie qui n'est pas le même. Je pensais ça avant de voir le West Side Story. Je pense aussi ça. Oui. Je trouve que c'est exactement la même chose quand on les voit danser. Oui. C'est comme s'ils ne se lâchaient pas totalement dans le mouvement. Il y a un rapport au mouvement. Et dans le film, je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient là, qui ont vu La Ronde la semaine dernière. À un moment, dans l'art, il parle de la frénésie et de l'organisation. Et là, justement, on a l'impression qu'on n'est plus dans la frénésie, mais qu'on est déjà dans l'organisation, c'est-à-dire dans le rapport à pas se lâcher totalement, à être un peu dans une retenue maîtrisée. Oui. Alors, c'est intéressant que vous parliez de La Ronde de Max Ophuls, parce que Max Ophuls, c'est l'un des grands... Enfin, c'est peut-être le cinéaste préféré, on peut dire, de Jacques Demy. Je ne savais pas. Et c'est pour ça qu'il a demandé à Daniel Darieux de jouer le rôle d'Yvonne, la mère des jumelles, parce qu'il a adoré dans sa jeunesse les films justement de Max Ophuls, notamment Madame de aussi, donc des mélodrames avec des mouvements de caméra extraordinaires. Lui aussi adore les mouvements de caméra par la suite, donc il y a vraiment une filiation entre d'abord le goût pour le mélodrame, l'actrice fétiche de Max Ophuls, en tout cas française, Daniel Darieux, et puis voilà, la façon aussi de sculpter. Vous dites, il sculpte l'espace. Il y a aussi une façon de sculpter l'espace avec la caméra, et qui est très forte dans Les Demoiselles. Il y a énormément de mouvements de caméra. Je vous rappelle, une fois qu'ils eurent passé le pont, après le générique, l'arrivée dans la salle, quand il commence à planter les fanions, etc., le mouvement de caméra est assez virtuose, qui, guidé par la musique du cours la musique de piano qui s'échappe de la fenêtre, la musique du cours de danse, et la caméra monte ensuite de la place où sont en train de travailler les forains elle rentre dans le cours de danse. Donc c'est vraiment aussi des chorégraphies de caméra. Mais voilà, je m'éloigne un petit peu de ce que vous disiez, mais effectivement, mais vous avez raison, cette tension, disons, créée par la retenue versus l'explosion et le débordement, elle est au cœur du film, elle est au cœur de sa forme, elle est aussi au cœur de son alliage entre comédie et mélodrame, entre légèreté et, disons, le tragique de toutes ces situations qui est quand même très très présent. Et Gene Kelly, dans cette scène d'ailleurs, c'est sur son visage qu'il est expressif. C'est pas dans les mouvements de son corps, mais il a vraiment une beauté sur son visage, et il donne vraiment, il est à l'unisson de ce que, à mon avis, a demandé Demy sur l'extériorité, mais là sur son visage. Oui, mais comme on a vu dans ce programme pas mal de films avec Gene Kelly, du coup on a quand même aussi vu une énergie qui devient différente avec l'âge. C'est pas pour à chaque fois ramener à la question de l'âge, mais quand même c'est important, parce qu'on l'a vu assez récemment là, nous, ici, dans des rôles où il y avait une énergie très physique, beaucoup plus, un impact, si vous voulez, et une rapidité plus grande. Donc il y a aussi cette question-là. Donc le faire revenir à l'âge qu'il a, c'est effectivement lui donner cet espace-temps qui est le sien. Et cette question de la temporalité, elle est très importante dans le film, parce que le film ménage justement ce rapport au temps. Par exemple, dans les chansons, dans la chanson Jumelles, puisque tout le film est structuré sur cette idée très simple mais assez géniale que les gens qui sont destinés à finir en couple, enfin les âmes sœurs, on pourrait dire, partagent les chansons sans le savoir. Donc la chanson de Simon et d'Yvonne, par exemple, ce sont des chansons de flashback. Donc la temporalité, elle est là. Il n'y a pas un flashback dans le film, mais dans la chanson, et Yvonne et Simon racontent quelque chose de leur passé.
par exemple. Il y a des façons comme ça de ramener le temps, de même que beaucoup des chansons sont des chansons de projection dans le futur. C'est-à-dire, il existe, je ne l'ai pas encore rencontré, mais il existe, etc. Donc ce feuilleté temporel, il est vraiment important dans le film. Vous parliez de feuilleté temporel, mais quand cette fameuse chanson « Nous sommes des sœurs jumelles », c'est en début de film. Je pensais que ça ne serait pas tout de suite. Ah oui, et le fait qu'il y ait cette empreinte très forte, parce qu'il savait que ça serait vraiment la chanson phare du film, on l'a vu, ok, et après tout le reste est un peu une empreinte de ce moment-là. Ah oui, ça c'est... Donc C'est intéressant parce que proposé. c'est vraiment aussi la virtuosité du film, c'est la variété. C'est pour ça que je pense qu'il est un point d'aboutissement de la comédie musicale américaine. C'est la variété avec laquelle les chansons sont amenées. C'est-à-dire que Jacques Demy réfléchit à la question centrale à laquelle on réfléchit, et Cukor, et surtout Minelli et d'autres, et même Fred Astaire, à savoir comment on passe du dialogue au numéro dansé chanté. Je vous avais dit qu'au début de la comédie musicale, c'est simple, c'est l'histoire de gens qui font un spectacle. Bon, bah voilà, c'est carré. Donc ça, c'est un petit peu présent, le backstage musical, puisqu'il y a cette histoire de la kermesse et du numéro du grand Chabavanet, etc. Mais c'est un tout petit morceau du film. Le reste du temps se pose la question, qui est la grande question de la comédie musicale classique, de comment on va tout à coup faire accepter à nous spectateurs que les gens se mettent à chanter, à rêver tout haut en chantant, en dansant, etc. Et bien sûr que c'est une convention, et en 67, on l'accepte presque plus, on pourrait dire, on l'accepte depuis longtemps, mais on l'accepte déjà peut-être presque plus, mais Jacques Demy, il se la repose, j'allais dire, à chaque numéro. Et c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que y a des numéros où c'est un glissement, et dès le début, vous dites que le numéro des jumelles arrive tôt, mais ce qui arrive avant, c'est le générique de début, où vous vous souvenez, il s'agit d'un geste extrêmement quotidien, s'étirer, allumer une cigarette, et en fait, ce geste se transforme en danse. Donc c'est exactement comment on passe de l'un à l'autre. C'est simple, c'est des danseurs, ils sortent, ils s'étirent, et ça devient un ballet. C'est d'une simplicité, mais c'est un mode de passage au numéro dansé. Il y en a d'autres. Le deuxième mode, on pourrait dire, c'est le surgissement. Donc, soit le volte-face dans le numéro des jumelles, elles sont en train de parler et tout à coup, elles se retournent et c'est le numéro des jumelles, soit le surgissement avec Gene Kelly qui tout à coup amène toute la comédie musicale par sa seule présence. Voilà, il y a différents modes. Il y a aussi le mode, par exemple, interrompu, où on a une chanson qui commence, comme dans la chanson des jumelles, un peu de dialogue, et tout à coup, on n'est pas prévenu, vlam, on a le final de la chanson qui arrive. Ils font la même chose, les forains, vers la fin, avec toujours la bagatelle, etc., où la chanson semble être finie, la fête est finie, et puis hop, il y a un petit final quand ils sont tous les deux. Donc il y a vraiment toutes les manières possibles, disons, de passer de manière très fluide, ou au contraire très spectaculaire, comme ça, de basculer parfois entre les deux modes, qui sont le mode dialogué et le mode chanté-dansé. C'est assez étourdissant la façon dont il a assimilé tout ça, et en même temps travailler sur le côté province, française, c'est décor réel. Il y a etc. aussi des moments où c'est de la blague, par exemple, quand Piccoli dit « j'ai entendu ce morceau », c'est oui, évident qu'il n'a pas pu l'oublier. Mais alors, là, il joue complètement sur le fait que nous, on le sait, vous le savez, c'est du cinéma et ça reste une comédie musicale, parce que c'est assez drôle finalement ce moment où il dit « je l'ai entendu quelque part ». Alors il y a deux choses. D'une part, l'humour, vous avez raison, est très présent dans le film, les calembours ou bien ce type de remarques, jusqu'à un humour franchement noir, parce que toute cette affaire Dutroux, avec un Z, outre que nous, ça nous rappelle Dutroux, le belge, mais à part ça, c'est d'un humour extrêmement noir. La façade rose de Chez le criminel, etc. Bon, ça, il faut quand même en parler, parce qu'il y a un noyau bizarre dans cette affaire-là. Mais effectivement, il y a tout un travail humoristique, il y a toujours de l'humour chez Demy, une forme de distance aussi, de distanciation qui est assez saine par rapport à ça. Mais je pense que ça n'est pas que de l'humour. Quand il dit « mais j'ai déjà entendu ça quelque part, mais où ?» Bon, c'est drôle dans le sens du suspense d'Hitchcock, c'est-à-dire le spectateur en sait plus que le personnage. Bon. Sauf que en fait, ce suspense-là, il est structurant de est-ce qu'ils vont réussir à se mettre ensemble. D'où le fait qu'il y a 3 fins au film, et elles sont
bouclés entre guillemets successivement, avec d'abord le couple Solange Andy dans la boutique. Voilà, c'est ensuite Simon et Yvonne, et puis à la fin, alors 3 petits points, puisque on voit juste le peintre Maxence qui monte dans le camion. Vous le savez, ceux qui connaissent bien le film, que l'une des versions précédentes, alors pas tournée, hein, mais du scénario, était qu'il se faisait écraser par le camion. Donc vous voyez que l'humour est poussé assez loin. Ce que je veux dire, c'est que avec cette histoire d'humour noir, c'est qu'il faut quand même voir aussi dans le film, et ça c'est, si on voit d'autres films de Demy, vraiment il y a quelque chose là de récurrent, qu'il y a une très grande féerie, et si vous voyez Podane, c'est littéral, puisque c'est un conte de fées. Donc là, il s'en donne à cœur joie dans les décors, dans les costumes, dans les couleurs, etc. Il est autorisé par le conte de fées, les effets, à la Méliès, bon, à la Cocteau, plutôt à la Belle et la Bête, bon. D'accord, mais d'un autre côté, cette féerie, elle est toujours corrompue. Il y a une forme de corruption, enfin, je ne trouve pas d'autre mot, mais il y a une forme, ou corrodée peut-être, par des choses inquiétantes. Alors là, dans ce film-ci, bon, il y a la guerre, hein, c'est une ville de garnison, il y a dès le début, il y a ces allées-venues de l'armée, il y a la référence à Salonique 1924, il va y avoir une guerre, etc. Bon, il y a cette réalité-là. Vous savez que dans Les Parapluies de Cherbourg, il y a la guerre d'Algérie. C'est quand même l'un des films qui aborde de manière centrale dans son intrigue la question de la guerre d'Algérie, avec Adieu Philippines aussi de Jacques Rosier. Mais donc, voilà, donc à la fois on est dans ce monde apparemment coloré, bonbon, tout ce qui a été écrit contre un petit peu au moment où le film sort et où une partie de la critique trouve que c'est bien joli, mais c'est assez ripolliné. En réalité, il y a aussi autre chose, qui est ce hors-champ inquiétant, et donc aussi toute cette affaire de femmes coupées en morceaux. D'ailleurs, c'est un peu étonnant, parce que c'est M. Dutroux qui a un discours antimilitariste, ouais, c'est lui qui il mélange aussi les genres, parce que c'est lui qui a le discours antimilitariste, et puis c'est lui qui découpe la femme en morceaux. Alors, Dutroux incarne, je pense, une sorte de respectabilité bourgeoise qui est tordue, quoi. C'est-à-dire que il est tellement contre la violence, il est tellement gentil, c'est tellement il est tellement contre la violence qu'il va jusqu'à ne pas vouloir couper le gâteau d'anniversaire. Donc évidemment, et effectivement, il tranche là. Alors évidemment, cette femme coupée en morceaux, en plus, c'est Lola. C'est Lola. C'est ce que j'allais dire. C'est oui, Lola. Qu'il a rencontré il y a 40 ans, qui était danseuse, et donc qui rappelle le film. Alors justement, en parlant de feuilleté, il y a aussi le feuilleté de la filmographie de Demy dans ce film, puisqu'il rappelle Une chambre en ville, alors qui est arrivé après. Ouais. Hein, donc on a déjà le titre qui est signalé dans ce film. Il y a aussi Les Parapluies de Cherbourg. Enfin, il parle de cette femme veuve qui élève son enfant seule. Bon, c'est Les Parapluies de Cherbourg. C'est plutôt Lola, parce que dans Lola, il y a aussi une mère il y a aussi, avec une fille adolescente. Mais oui, parce que ce feuilleté-là, en fait, Demy voulait faire une sorte de comédie humaine il aurait voulu reprendre toujours les mêmes acteurs depuis le début et faire revenir et faire ce feuilletonnage, mais il n'a pas pu, parce que quand on fait des films, en fait, les acteurs sont pas libres. Donc en fait, le cinéma n'a pas cette logique feuilleté et feuilletonesque. Et alors, il y a aussi un feuilleté, je trouve, on parlait du feuilleté temporel, mais il y a aussi le feuilleté de l'espace. Parce que ce que je trouve extraordinaire, c'est que, bon, il y a cette place, évidemment, mais à chaque fois qu'on rentre dans un lieu, on a l'impression que c'est une scène de théâtre. Et on voit, alors nous, on est spectateurs et du film et de la scène, et on voit aussi des passants qui sont spectateurs sans l'être, parce qu'on a l'impression que ça ne les intéresse pas ce qui se passe dans le théâtre. Et ça, je trouve ça fabuleux, parce que c'est en permanence dans le film, du début jusqu'à la fin. On a toujours ces personnages qui sont colorés, qui se promènent ou qui dansent. Et c'est, bon, voilà, je trouve c'est... Et alors, quand Yvonne dit « je suis dans mon bocal », je crois, elle appelle ça son aquarium. Ouais. Oui, on a cette impression d'aquarium, effectivement, quand ils sont enfermés dans ces espaces et qu'ils se mettent à parler, puis à chanter et parfois à danser.
Et ça, il faut peut-être dire que le café, où Oui. elle vend des frites, est un décor pour le coup construit sur la vraie place, mais c'est effectivement l'édifice café est construit et du coup ça permet beaucoup de choses parce que ça lui donne un côté prisme. Il y a un effet à la fois, enfin centripète de ce lieu. Les gens y viennent, en repartent, centrifugent ensuite. Je vais en permanente, je vais à Paris, etc. Donc ça, c'est le décor construit et central du film. Il y a un côté scène de théâtre dans ce café, parce qu'il y a deux Il y a entrées, côté cour et sorties. côté jardin. Donc, ce qui est, Alors, le moment où, ouais. où Delphine manque de rencontrer Maxence, ça se joue à quelques secondes. Ça, Donc, c'est le presque cœur. une pièce de théâtre. Ce moment-là, ce moment où il arrive, alors je ne sais jamais côté cour et côté jardin, vous m'excuserez, où voilà, elle est côté cour et il rentre côté jardin pendant qu'elle va voir Pépé et puis il ressort, etc. C'est typique en fait de toute la structure du film, à savoir des chassés-croisés. Et c'est ce que a écrit d'ailleurs Gilles Deleuze. Oui, il a écrit quelques lignes sur le film en disant que quelque chose comme les chassés-croisés ont remplacé la narration quasiment. C'est-à-dire que la dramaturgie serait uniquement le fait de... Ouais, comme si la narration s'écrase sur le décor, si vous voulez, et il s'agit juste d'entrée et de sortie. Mais en fait, ces chassés-croisés, ils sont une spatialisation de ce qui se passe dans tout mélodrame, à savoir une asynchronie, à savoir que quand il y en a un qui aime, l'autre en fait est déjà marié ou est pas encore, etc. Et ça n'est que ça le mélodrame, ces contretemps, si vous voulez, ces intermittences du cœur ou ces contretemps autres qui sont des contretemps sociaux. Et donc là, on le voit dans le film et c'est très jouissif, si vous voulez. Il y a une scène dans un film de Nanni Moretti, Palombe Rossa, où il regarde, c'est Docteur Zhivago, et où il regarde à la télé et puis plusieurs personnes, puis ils disent mais descends, elle est là. Et voilà. Et donc il y a cette idée un peu guignole du spectateur où nous, on voit qu'il faudrait vraiment à quelques secondes près qu'elle voilà, qu'il se rate à si peu, bien sûr. Donc toutes les fins en cascade de ce film-ci jouent sur ce chassé-croisé presque de manière bouffonne en fait. C'est vrai qu'il y a un humour de la structure. Il y a un humour parce que c'est tellement proche et ça nous est tellement montré de manière abstraite dans cet espace effectivement très artificiel, enfin, de cette scène, de ce cube transparent, qu'on en rit, mais c'est un rire abstrait, évidemment, on ne va pas éclater de rire, mais c'est incroyable de nous faire sourire avec quelque chose de mélodramatique et qui en même temps, alors sauf si ça rate pour vous, garde quelque chose, enfin nous touche du point de vue sentimental, émotionnel, très fort. Chacun peut se relier à ces retrouvailles, à ces arrachements. Et d'ailleurs, moi ça me fait plutôt rire quand Yvonne, quand Simon lui dit « c'était beau le Mexique » et qu'elle dit « oui, très beau », évidemment, très beau, c'est vous, c'est pas le Mexique. Voilà, bon. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'entends. Donc, à la fois on sourit et à la fois, c'est des choses très intimes qui sont dites. De toute façon, si je peux revenir à la comédie musicale et ce qu'on en creuse un petit peu avec ces quelques séances, c'est quand même l'idée du moi caché qui est révélé, ou des émotions profondes tout à coup d'une réalisation, alors amoureuse le plus souvent, mais ça peut être aussi artistique. Dans Un Américain à Paris, il est peintre et voilà, c'est un enjeu important aussi. On pourrait dire que dans le western, cette question du moi caché, elle se révèle sous une forme souvent criminelle ou asociale, mais dans la comédie musicale, elle se révèle du côté plutôt de la joie, de faire sortir la joie par l'énergie physique, par la danse, par le chant, par l'exubérance. Donc c'était aussi le projet de cette programmation de parler de la joie, enfin, c'est-à-dire de montrer qu'il y a un genre qui prend la légèreté au sérieux. Et il me semble que ce film-là, mais y compris si on avait pu vous montrer des films du début des années 30 de Lubitsch, avec le côté un petit peu opérette du Mittel Europa dans des pays imaginaires, il y aurait déjà eu cette question-là de la légèreté. Attention, la légèreté, c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux. Et quand la gravité historique arrive, donc Lubitsch cette fois-ci dans les années 40, ou bien Le Dictateur dont vous avez vu des petits extraits avant le film, eh ben, il faut être encore plus drôle pour que l'humour
soit en prise directe avec le réel. Donc il ne s'agit pas de lâcher la légèreté pour tout à coup basculer dans la tragédie, mais de continuer là-dessus. Donc voilà, cette question de la joie, ce que je voulais dire, c'est qu'il me semble qu'elle est centrale dans la comédie musicale. Et d'ailleurs, je me souviens que dans les archives de Demy, le petit cahier où il y a les premières idées préparatoires pour ce film s'appelle La joie. Donc il y a une espèce de titre préparatoire qui est juste La joie. Mais c'est plat en même temps. On n'irait pas voir un film qui s'appelle La joie, mais en même temps on voit que ça sous-tend complètement le projet des Demoiselles. Mais vous vouliez peut-être dire quelque chose? Non. Je voudrais juste dire comment. Ouais. D'accord. Justement, Demy avait dit qu'il voulait que ce film, qu'il sorte de ce film, en fait, que les spectateurs sortent de ce film avec un sentiment joyeux. Et alors, je voulais juste revenir vite fait sur la danse. D'abord, Gene Kelly, effectivement, il peut se permettre d'être en retenue comme tous les grands danseurs parce qu'il a toute la puissance du grand danseur. Et c'est ça la force de quelqu'un qui est un grand danseur, c'est de pouvoir danser en retenue. Et on le sent bien là et c'est magnifique. Et en plus, il se déplace comme un chat, enfin, il est d'une beauté physique absolument incroyable. Et alors, Chakiris, justement, c'est bien que vous ayez montré cet extrait. Moi, je l'aime beaucoup, évidemment. Et je trouve que je n'avais pas fait attention à qui avait fait les chorégraphies dans Les Demoiselles de Rochefort, mais je trouve qu'il est sous-employé et que les danseurs, en général, dans Les Demoiselles de Rochefort ne sont pas à la hauteur des danseurs qu'on peut effectivement retrouver dans West Side Story, dans toutes ces grandes comédies où... Enfin, bon, par exemple, West Side Story, puisque c'est la comédie musicale dont vous avez montré un extrait, c'est vraiment extraordinaire la manière dont ils dansent. Oui, mais alors justement, je pense que c'est lié à cette hybridation entre le professionnalisme et l'amateurisme. Si vous mettez des très très grands danseurs à côté de Catherine Deneuve, et voilà, donc il faut justement faire qu'on ne coule pas ses partenaires. Et ça, c'était un grand truc de Gene Kelly, parce qu'on a pu lui reprocher de supprimer des numéros dans certains de ses films parce qu'il aurait été éclipsé par un autre, etc. Je ne pense pas du tout. Je pense au contraire que Gene Kelly, il faisait très attention à ça. Et vous vous souvenez, dans Un Américain à Paris, il s'ajuste aussi avec, par exemple, sa partenaire, même si c'est une danseuse de ballet, Leslie Caron, c'est encore une autre question. Mais pareil, on pourrait dire avec Astaire et Hepburn dans Funny Face qu'on a montré la dernière fois. C'est toujours une alchimie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas écraser l'autre en tant que danseur alors que l'autre n'est pas danseur. Donc il y a aussi ça. Dans le côté les ballets sont moins bons, alors parce que aussi le chorégraphe c'est pas Jerome Robbins, c'est Norman Maine qui est du même style mais qui a pas un génie de la chorégraphie. Mais je pense que la chorégraphie elle joue aussi dans le décor. Donc c'est important aussi dans la chorégraphie, l'utilisation des éléments du décor et des éléments architecturaux de la place, quoi. Tout joue. Les couleurs jouent entre elles, le fait qu'il y ait des couleurs qui se tressent entre elles, du sens, par exemple, elles apparaissent dans les chansons, l'histoire des yeux bleus, de dire c'est pas de la peinture abstraite puisque ce bleu n'est pas un bleu abstrait puisque c'est la couleur de tes yeux. Donc c'est des liens entre la forme et le récit et la psychologie. Tout ça est un dosage. Ce que je veux dire, c'est que c'est un dosage qui implique parfois peut-être de baisser la performance, quoi. Les chorégraphies sont très belles. Effectivement, les performances des danseurs. Ouais. Pareil entre Grover Dale et George Chakiris, qui a quand même une petite différence de précision et de niveau, donc les deux forains, et on ne peut pas en laisser un écraser l'autre parce que c'est George Chakiris. S'ils sont, tout étant construit par dédoublement chez Demy, donc il y a les deux forains, les deux jumelles, etc. La question du double, elle est partout. Donc à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas en laisser un dépasser trop par rapport à l'autre, même si c'est le chef, Étienne est le chef. Donc il y a aussi tout le côté esthétique du film, c'est-à-dire l'art à cette époque-là, le design, et c'est très intéressant aussi. C'est très harmonieux. On voit, je pense que c'est le mobile de Calder. Oui, c'est Calder, oui. Un tableau noir et blanc, alors je ne sais pas de qui ça vient, mais il me semble que j'ai lu, mais j'ai oublié. C'est assez connu aussi. Ouais. Vasarely.
Ah oui, d'accord. Il y a les boutons de la cuisinière. Alors ça, c'est formidable. Les boutons triangulaires, très longs. Enfin, il y a plein de détails comme ça. Le fauteuil avec un creux où elle pose sa main, etc. Donc, on voit aussi toute l'époque. Et puis, donc, voilà. Oui, tout à fait. Alors, sur cette question de l'époque, parce qu'on se dit c'est tellement stylisé, mais en fait, effectivement, il y a la présence d'une pop culture, on pourrait dire, de l'époque. Je vous renvoie, si vous voulez voir d'autres films de Demy un peu moins connus, à Model Shop, où Lola, le personnage de Lola, joué par Anouk Aimée en 60, plus tard, va à Los Angeles, et où là aussi, Demy attrape quelque chose de l'Amérique de cette époque-là, c'est-à-dire 68, quoi, en gros, et c'est aussi très intéressant. Il a un œil pour ça. Ou bien même ce film un peu mineur, l'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune, où Mastroianni va devenir enceint, avec aussi Deneuve. Il y a un travail sur les couleurs très très acidulées, très pop dans les années 70, et que reprendra d'ailleurs Chantal Akerman dans Golden 80s. Donc voilà, il a vraiment laissé une empreinte aussi, j'allais dire une empreinte chromatique dans le cinéma. C'est un film qui a plein de... Qui a influencé de manière très différente dans le rapport à la musique. Bon, après, c'est des épigones parfois. Christophe Honoré, je ne sais pas si vous avez vu ces films dans les 20 dernières années, dans les 15 dernières années, où les gens se mettent à chanter. Mais même finalement, René, dans On connaît la chanson, où tout à coup, les gens s'arrêtent et chantent un standard de la chanson. Voilà, donc toute cette façon dont la chanson est présente aussi dans les films. Mais effectivement, le travail sur les couleurs, ça, c'est vraiment... Le travail de Demy en très très forte collaboration avec Bernard Évin, son décorateur. Et si vous n'avez pas vu les Parapluies de Cherbourg, c'est un festival de papier peint. C'est extraordinaire. Et surtout la façon dont les couleurs des décors sont coordonnées avec les couleurs des costumes, puisque d'ailleurs je crois que c'était un couple, le décorateur et la costumière, dans mon souvenir. Très très ancienne connaissance d'école de Demy, et donc il faut cette alliance-là, et c'est là où on arrive à un type de collaboration qui ressemble à celui beaucoup plus formalisé des studios, mais où il y avait aussi cette excellence des différents chefs de poste. Sauf que là, il se trouve que c'est des copains de l'école de Beaux-Arts de Nantes, de Demy, mais ça revient au même dans la proximité dans laquelle il travaille, de même que Michel Legrand, qui a écrit ses mémoires, donc vous pouvez regarder comment il raconte qu'il a créé les films avec Demy. Ils étaient vraiment au piano l'un l'autre, et l'un changeant ses textes parce que la musique, etc. Et je vous recommande un CD qui est dans un coffret de CD avec tous les CD Demy Legrand, et notamment un où il y a les maquettes de versions précédentes, notamment de la chanson des Demoiselles. Il a essayé au moins 10 airs différents, et c'est assez étonnant. Donc voilà, on pourrait continuer longtemps. Oui. Non, parce que c'est la costumière. Je crois qu'elle s'appelle Jacqueline Maillan. Mais j'ai un vrai problème avec les noms. Pas Jacqueline Maillan, l'actrice, hein, mais... non, je crois, c'est pas un couturier du coup. Et étonnamment, parce que c'est, par exemple, les robes de chambre, orange et bleu. Enfin, c'est effectivement des costumes dont on se souvient. Et les costumes d'Anne Vernon dans La Mer, dans les Parapluies de Cherbourg, pareil, on s'en souvient. Ouais, c'est. Mais ça fait un peu penser à Courrèges, enfin les robes, ces robes-là. Ouais. Non, il y a vraiment quelque chose de l'époque à tous les niveaux. Ouais. Oui, moi en fait, plus ça va, plus j'aime bien les films de Demy. Je pense que les premières fois que j'ai vu des films de Demy, ça m'a gonflé terriblement. Ouais. Je détestais la musique de Michel Legrand, parce que je me souviens aussi que petit Michel Legrand, quand on le voyait à la télé dans les émissions, il était assez insupportable. Ah bah, et là, il se met quand même. Et est-ce que vous préférez du Michel Legrand? Oui, tout à fait. Je pense qu'au niveau de l'ego, ça va bien. Oui. Et en fait, plus ça va, mais moi, ça m'a frappé plus ce soir, parce qu'en fait, je pense que c'est la première fois que je le vois vraiment au cinéma. Je l'ai vu que sur DVD ou à la télé. Je ne me souvenais pas que les paroles des chansons sont aussi ciselées. Moi, je trouve ça magnifique. C'est quand même très fort de réussir. Alors, on peut trouver que l'histoire est cucu, tout ce qu'on veut, hein, mais les paroles sont remarquables, quoi. C'est des vraies paroles de chansons.
J'aime beaucoup aussi les petits clins d'œil. Alors après, peut-être que c'est pas une bonne interprétation, mais je sais quand elles essayent un premier numéro pour les forains qui viennent les chercher en désespoir de cause, où elles se mettent au piano et font une chanson. On dirait un petit peu du Brel. Oui, dans le port de Hambourg. Voilà, donc moi je trouve ça assez amusant. La Chabanane, ça fait un peu penser à Gainsbourg aussi. Enfin, il y a des petits clins d'œil sur la mise en scène dans le film, justement, de tout ce qui est musical. Je trouve est vachement intéressant. Oui, ou le numéro de Marilyn et Jane Russell dans Les hommes préfèrent les blondes, qui ont une robe vraiment similaire. Alors après, il y a aussi un petit clin d'œil hommage aussi que j'ai bien aimé aux Enfants du Paradis et Marcel Carnet avec la chenille. Oui, ce personnage qui est aussi un personnage qui fait peur dans le film. Enfin, il a quelque chose de très... On le voit la première fois avec le pistolet pour la peinture. L'ancien, avec le jeu de mots sur le fait que c'est un peintre moderne, il est inspiré du personnage de Lassner. Le criminel, un peu le panache, qui a beaucoup de panache dans Les Enfants du Paradis. Et donc, il y a cette citation quand il dit à la fin à Delphine, il est à Paris, mais Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment comme vous d'un aussi grand amour. Qui est une phrase. Et puis même dans tout ce qui est la scène de comment on appelle ça, la kermesse du dimanche là, vu toute la place, ça fait vraiment penser aux Enfants du Paradis, avec je me souviens d'espèces de chenilles avec le Harlequin, etc. Donc ça, moi, avec un peu de West Side Story dedans, parce que vous avez vu les basketteurs. Tout à fait. C'est vraiment les basketteurs aussi. D'hybride. Enfin, je sais pas, je trouve ça super riche en fait. Après, c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir tous les films suivants et de Jacques Demy, la transmission qu'il y a derrière. Une chambre en ville, par exemple. Alors justement, on a l'impression que c'est le négatif de celui-là, quoi. Autant il a voulu mettre de la joie, autant là, c'était le chambre en ville, c'était presque un suicide artistique, quoi. Relancer la comédie musicale quand il l'a fait, c'était très compliqué. Et en plus, il avait choisi un cadre qui avait un peu. Avec Dario qui chantait aussi, d'ailleurs. Une chambre en ville, c'est comme les Parapluies de Cherbourg, c'est-à-dire que c'est un opéra, si vous voulez, dans le sens où tout est chanté. Alors que là, c'est vraiment la comédie musicale. Mais justement, j'avais apporté, peut-être pour finir, un tout petit extrait, un extrait d'une chambre en ville. Donc c'est un projet qu'il a d'assez longue date. C'est un film de 82, mais on a des traces de ce projet dès le début des années 70. Et c'est situé, juste pour vous situer, c'est situé en 55 au moment des grèves à Nantes, tout ça que connaissait bien Demy, des grèves sur les chantiers, le chantier naval. Je pense que c'est plutôt à Saint-Nazaire le chantier, mais bon. Donc il y a eu une grande grève historique au milieu des années 50. Et donc le film s'ouvre sur une manif chantée, donc c'est assez dur c'est très stylisé du coup, c'est-à-dire un événement très social et réel qui est réellement arrivé et en même temps chanté de manière un peu comme ça opératique, c'est assez étonnant, mais c'est pas ce moment-là que je vous ai choisi, en fait c'est Michel Piccoli, puisque comme il est aussi dedans, il tient aussi boutique dans une chambre en ville, donc voilà, je voulais vous montrer à quoi il est descendu, puisque c'est donc le monsieur-dame des demoiselles. Donc vous voyez que Yvonne, séquestrée clouée, comme elle disait, séquestrée dans son aquarium, c'est rien, c'est un sommet de lumière par rapport à cette scène, glauque au sens littéral, avec ce verre, là, ce travail sur le verre, et où tout n'est qu'enfermement, où il y a une hystérisation en fait de ce qu'on sentait comme étant quelque chose de... Même les couleurs, enfin le fait qu'il soit roux, qu'il ait cette barbe, etc. C'est vraiment effectivement le revers de cette médaille de manière très très étonnante, et donc évidemment le film n'a pas du tout marché. Mais c'est autre chose, c'est un autre projet, mais en même temps il est lié à ça. Et aussi d'être là où on ne l'attend pas. Bon, outre le fait que c'est pas la musique de Michel Legrand, mais bon, c'est encore un autre... Oui, c'est un très très beau film, mais je dirais que c'est un beau film quand on a vu d'autres films de Demy. Si on commence comme ça, sèchement, par voir une chambre en ville, il y a quelque chose de malade, donc... Voilà, si c'était votre premier Demy. En plus, je pense que Les Demoiselles sont vraiment son chef-d'œuvre. Enfin, il y a un point d'accomplissement aussi parce qu'il en avait les moyens qui ne se reproduira pas dans son histoire. Mais après, on n'est pas obligé d'aimer que les chefs-d'œuvre d'un auteur.
Après, peut-être je me trompe, mais il me semble que Catherine Deneuve devait jouer, non? Oui, alors justement. Et elle a pas voulu jouer parce qu'elle voulait chanter, il a refusé, c'est ça? C'est intéressant, comme à la fois Demy, c'est pas qu'il l'a découverte, elle avait déjà joué dans pas mal de films, même étant toute jeune, mais il a vraiment fait de Deneuve une star avec Les Parapluies de Cherbourg. Et pourtant, elle est très perfectionniste aussi, je pense. Elle fait tout le truc qu'il faut pour faire le très bon playback quand même. C'est-à-dire, pour un acteur, ne pas parler du tout dans Les Parapluies de Cherbourg, du début à la fin, puisque c'est chanté par quelqu'un d'autre. Elle fait en partie cela dans Les Demoiselles de Rochefort. Mais voilà, je pense qu'arrivée au début des années 80, elle a un autre statut, Catherine Deneuve. Et il n'est plus question pour elle que, j'allais dire, son public, enfin que le public n'entende pas sa voix. Et donc, elle veut bien chanter, mais pas... alors que, par exemple, Gene Kelly, qui a derrière lui toute la carrière qu'on sait, et notamment, il chante, Gene Kelly, dans les comédies musicales qu'on a vues, et bien là, c'est pas lui qui chante. Parce que la musique de Legrand a des octaves très... faut pouvoir chanter des octaves, un grand nombre d'octaves. Donc, c'est vrai qu'il a un registre, un truc... très limité, Kelly. Il n'a pas une grande puissance vocale. Mais voilà, lui, professionnel et grande star hollywoodienne, il accepte d'être chanté. Et effectivement, Deneuve a un statut dans le cinéma français aussi. Et d'ailleurs, Depardieu aussi a refusé. Donc vous voyez qu'on est vraiment là dans le cinéma français des années 80 avec des très grosses stars, donc du coup Dominique Sanda. Mais c'est très bien. Et juste, je ne m'en souvenais plus, mais c'est vrai qu'il y a le vison qui est porté par Dominique Sanda, qui est nu en dessous pendant tout le film, je crois, pratiquement. Et ça rappelle aussi la peau de bête, la peau d'âne de Catherine Deneuve, quoi. Il y a aussi, Oui, c'est tout ce côté du revers. Hein. La peau de bête, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est la princesse, Catherine Deneuve, dans Peau d'âne. Et en même temps, à un moment, elle prend la peau d'une bête puante, d'un cadavre d'âne. Hein, c'est ça dans le conte. Et donc, il y a toujours ce revers-là, comme je disais, la féerie, mais corrodé, corrompu. Et ça, c'est au cœur de tous les films de Demy, y compris l'absence de père, par exemple. Toute cette histoire du père absent, ça pourrait être tragique. Le fait qu'il ait jamais connu son fils, c'est un sale coup quand même qu'elle lui a joué, Yvonne, à pas lui dire qu'elle avait eu Boubou. Bon, voilà, des choses qui pourraient être quand même assez... et qui vont se s'hystériser là encore à la fin de sa carrière avec 3 places pour le 26, où on a quasiment une situation d'inceste, puisque une jeune comédienne qui est en admiration devant un personnage joué par Yves Montand, c'est-à-dire Yves Montand lui-même, qui tombe complètement amoureuse et qui va se retrouver à coucher avec lui sans savoir que c'est son père. Donc la question de l'inceste, elle revient, elle est dans Peau d'âne, elle est dans le conte de Peau d'âne, le risque de l'inceste, et elle est aussi au cœur du cinéma de Demy. Oui, c'est assez faisandé, hein. Mais c'est vrai que Les Demoiselles, c'est un équilibre, tandis que dans d'autres films, ça va vraiment très très loin dans une forme de noirceur. Donc j'espère que vous verrez d'autres de ces films, et si vous les voyez en DVD, vous aurez aussi un très joli court-métrage avec, pareil, une femme dans un vison, qui est La Luxure, et que je vous recommande parce que c'est l'un de ces courts-métrages de jeunesse, et où quelque part on a tout le programme de ce que sera Demy après. C'est un film en noir et blanc, mais avec Trintignant d'ailleurs. Donc voilà, il y a toujours des choses à découvrir dans la filmographie de Demy. Et je vous donne quand même rendez-vous la prochaine fois. Le 11 avril. Le 11 avril, d'accord. Pour New York, n'oubliez pas de venir à 19h30. Et là, ce sera... Là, comme on a dépassé l'âge d'or américain, on a des auteurs qui font des films à partir de cet âge d'or de la comédie musicale. Et là, donc, c'est Scorsese avec New York, et bien sûr, la fille de Judy Garland. Lisa Minnelli, bonne nuit. Merci.